Guten Tag. Pardon. Bonjour à tous. In this room, we will speak French. Okay. And I'm not sure it will be live translated. Okay. So see you soon. Voilà, service unavailable. Voilà, je laisse les derniers s'installer. Il nous manque Kaline, qui ne parle pas français d'ailleurs, ça va être assez rigolo. On va se débrouiller comme on peut. Je crois qu'il est juste d'heure. Non, c'est ChatGPT. Voilà. D'ailleurs, cette table ronde a été entièrement préparée par intelligence artificielle. C'est 5 avatars que vous avez là, en fait. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mickaël de la FNIC. J'étais présent aux 2 dernières éditions du NDD Camp Alsace. Autant j'ai loupé quelques éditions à Paris, autant je suis très heureux et fier de dire que j'ai fait toutes les éditions en Alsace. Alors, on attend juste notre dernier panéliste. Peut-être pour commencer, pour se mettre en jambes, qui dans la salle a déjà utilisé une fois dans sa vie une intelligence artificielle du type ChatGPT? Ok. Qui l'utilise tous les jours? Ok. Qui paye? C'est-à-dire qui a un compte payant? Ok, intéressant. Ok. Qui pense se faire remplacer un jour par ChatGPT au niveau du boulot? Ok, intéressant. C'est bien aussi je pense, de prendre conscience que l'IA est vraiment déjà au cœur de nos vies, de nos usages. Et quand je disais que cette table ronde était préparée par ChatGPT, eh bien oui, j'ai pris le titre de la table ronde qu'on nous a proposée. Je l'ai envoyé en prompt dans ChatGPT. Je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu proposerais comme question? Et puis tout à l'heure, au fond de la salle, quand je me suis rendu compte qu'ils parlaient tous en anglais, je me suis dit, zut, j'avais pas prévu de le faire en anglais. Donc j'ai repris mon prompt et je lui ai dit, traduis-moi toutes les questions en anglais. Donc au cas où, j'étais prêt à vous lire les questions que ChatGPT proposait, en plus de tout ce qu'on avait préparé ensemble. Waouh, incroyable. C'est beau l'intelligence artificielle. Voilà Kaline. Welcome Kaline. So Kaline, the thing is that we decided to do it only in French. So I know you will do your best, but you have live translation just in front of you. Okay. So good luck. Can you please start by introducing yourself to the room? With a mic, it's better. Hello, my name is Kalin from SEO Domains or Redoms, a Bulgarian domain startup, about 110 people. And I've been doing SEO for the last 17 years and domain names in the last 10. And we own about 200,000 domains, mostly SEO focused. So ugly names, no traffic, good links. Thanks a lot. Jean-Guillaume? Bonjour à tous, donc moi c'est Jean-Guillaume, je suis le fondateur et dirigeant de la société Keleops. Keleops, c'est un groupe média spécialisé dans la tech, aujourd'hui principalement en France. On a des marques comme 01net, comme Journal du Geek, comme Presse Citron, comme iPhone. Et on couvre évidemment toute l'actualité sur la tech, les intelligences artificielles aussi en particulier, depuis 1 an et demi à peu près. Et ça pose évidemment un certain nombre de questions sur l'évolution du métier de journaliste. Bonjour à tous et toutes. Donc je suis Dan Bernier, consultant SEO senior, fondateur de l'agence Ineolab. Donc je suis strasbourgeois de l'étape et voilà, donc spécialiste SEO depuis 2006. Ça commence un petit peu à remonter quand on le dit. Et voilà, donc on apporte à nos clients de la visibilité organique. Et voilà, on est spécialisé en marketing comportemental. Pour ceux que ça intéresse, on pourra en discuter. Et là, on va surtout parler de l'IA et puis de Google, finalement, puisque c'est un peu le sujet du moment.
Bonjour à tous, donc Christian Neuenschwander, je suis directeur délégué d'SDV. Alors SDV, c'est plusieurs activités, de l'hébergement, de l'infogérance. On développe également des outils de gestion éditoriale pour la presse, ce qui est intéressant aussi sur le sujet de l'IA. Et puis bureau d'enregistrement, enfin, de la gestion de domaine aussi. Merci. Bonjour à tous, Alexandre Nappé, cofondateur du cabinet Scan Avocat, heureux partenaire de l'événement pour la 3e année. Donc avocat en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, et la particularité de notre cabinet qui est basé à Paris mais également Lyon et Strasbourg, je suis un petit peu de l'étape aussi, c'est de traiter les questions d'IP et d'IT de manière globale et unitaire, et non pas en silo comme ça a trop longtemps été le cas dans le domaine légal. Voilà, donc on essaie d'accompagner des clients divers et variés, grands comptes, institutionnels, start-up, sur toutes les problématiques IP, mais beaucoup aussi dans l'univers IT. Voilà. Merci beaucoup à tous. Vous voyez qu'on a un panel qui est très hétérogène, on a plein de profils variés. Sentez-vous, s'il vous plaît, libre de poser toute question à tout moment. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main, faire signe, et autant que ce soit le plus interactif et dynamique possible. Même si ChatGPT m'a donné plein de questions, je suis sûr qu'il y a plein de sujets qui vous aussi vous posent question. Si je dis SGE, est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Ça vous parle dans la salle ou pas? Qui connaît SGE? Ok, alors ce n'est pas la société de gérontologie de l'Est, j'ai regardé. C'est le premier résultat sur Google d'ailleurs, c'est assez rigolo. Voilà, c'est parce qu'on est ici, hein, donc c'est normal. Est-ce que quelqu'un veut bien nous expliquer, est-ce que Dan, tu veux bien nous expliquer ce qu'est SGE? Bien sûr, avec mon accent anglais magnifique. Donc pour SGE, Search Generative Experience. Voilà, merci. Voilà, donc Google SGE, c'est la nouvelle manière, soi-disant, que Google prépare pour l'affichage des résultats des moteurs de recherche donc là, dans la SERP. Bon, il y a juste une première info que vous devez savoir déjà, c'est que SGE n'est pas actif en Europe, est actif uniquement dans les autres pays, et en plus en version bêta, c'est-à-dire que si ceux qui ont testé peut-être en décembre et aujourd'hui, ils n'ont plus du tout la même chose. Donc Google SGE, ça pourrait être le Google de demain, mais aujourd'hui c'est clairement pas du tout le Google de demain, quoi. C'est vraiment un outil qui est en phase de test, et vu comme les choses ont radicalement changé en quelques mois seulement, voilà, on n'est vraiment pas du tout certain que ça arrive. En tout cas, moi j'ai la conviction que ça n'arrivera pas, mais on aura l'occasion d'en parler. Voilà, merci, au revoir. Et alors, admettons. Oui, admettons donc, le mode de fonctionnement. Donc le mode de fonctionnement de Google SGE, c'est quand vous tapez votre requête dans le champ de recherche de Google, vous avez un petit bouton qui apparaît de couleur violette, si je me souviens bien, où il y a écrit voilà, SGE Generative, et à ce moment-là, vous cliquez dessus, et l'IA de Google va vous répondre par rapport à votre requête. Il va générer un résultat qui va être basé a priori sur les résultats naturels. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement actuel, c'est-à-dire que la réponse n'est pas automatique. Il faut forcément une action de l'utilisateur pour que la réponse apparaisse. Et ce petit bouton violet, en plus, il n'apparaît pas sur toutes les SERP. Donc actuellement, Google SGE, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il est en bêta, puisque Google expérimente justement si d'une part les internautes cliquent sur ce bouton, et d'autre part évidemment si les résultats sont intéressants, et surtout si Google a toujours des clics sur ses publicités, hein, puisqu'on n'oublie pas que le business model de Google, c'est quand même le clic sur les pubs. Donc ils vont pas instaurer, on va dire, un nouveau mode de fonctionnement si ils perdent, on va dire, ils perdent leur business. Et actuellement, apparemment, ça se passe pas très bien pour eux. Donc, en tant qu'utilisateur, je suis internaute. Là, je me pose une question sur comment préparer des questions pour une table ronde. Concrètement, demain, je peux aller dans Google avec SGE, donc. Je tape ma question, et ce qui va s'afficher à l'écran, c'est donc directement la réponse, un peu du chat GPT finalement. Actuellement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Actuellement, c'est Google normal. On tape notre requête dans le champ, on fait valider,
et la page de résultats apparaît, et il y a un petit bouton qui est un peu différent des autres, où il y a écrit SGE génération. Et à ce moment-là, il faut appuyer, et à ce moment-là, la réponse se génère. Et sinon, si on scrolle en bas, on a la SERP, tout ce qu'il y a de plus normal, Google Shopping, les ads, enfin, il n'y a rien qui change. Simplement, ils ont inséré, on va dire, une réponse un petit peu à la ChatGPT. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas discuter avec. C'est pas un ChatGPT. On peut pas discuter, échanger avec lui reposer d'autres questions. C'est la réponse à la question qui est posée et ensuite c'est terminé. En tout cas, dans l'état actuel des tests qui sont effectués. Voilà, une sorte de position zéro où il faut quand même faire une action pour l'avoir actuellement. Donc c'est pas tout à fait une position zéro. Et petite subtilité sur les requêtes shopping actuelles, on a quand même Google Shopping qui apparaît en premier, donc la publicité de Google, et ensuite on a le bouton qui apparaît. Donc faut vraiment, faut déjà avoir envie de le voir et il faut avoir envie de cliquer dessus, quoi. En fait, Google va nous faire des réponses de Normand. Peut-être bien que oui, peut-être maintenant. On te met la réponse si tu veux bien aller jusqu'au bout et cliquer sur le gros bouton violet. C'est ça. Alors la réponse est quand même très très conséquente, hein, pour ceux qui ont vu peut-être les vidéos. Quand vous cliquez, ça prend l'intégralité de l'écran, hein. C'est assez costaud. Voilà, il y a vraiment une réponse qui est très argumentée. Alors on pourra parler des résultats après, mais voilà, il y a une vraie réponse qui est fournie, qui est documentée. Il y a du lien, il y a des petites images, il y a des vidéos. Enfin, c'est très complet. C'est comme une SERP dans la SERP en fait. Simplement, l'information, elle a été générée, identifiée, analysée, on va dire, et c'est la réponse que l'IA de Google fournit. Donc je ne sais plus comment l'appeler parce qu'elle n'arrête pas de changer de nom. D'abord c'était Bard, maintenant c'est Gemini, maintenant, enfin demain ça sera encore autre chose. Donc voilà, c'est tout le processus, on va dire, qui est lié à l'IA chez Google qui fournit sa réponse. Voilà, et selon les informations qu'on a transmises par Google et qu'on a pu tester, c'est quand même basé sur le top 100 de la SERP. Donc c'est quand même le résultat naturel qui entre en ligne de compte. C'est pas une invention qui vient d'ailleurs ou qui viendrait de leur propre base de données ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment un résultat, c'est peut-être le résultat condensé finalement de ce qu'on cherche à avoir. Alors moi, ça me pose quand même deux questions majeures et c'est bien que vous soyez tous présents autour de la table parce que la première, c'est finalement ce que Google va afficher ou ce que déjà peut-être ChatGPT affiche dans ses résultats, dans ses réponses à nos prompts. C'est du contenu qui existe déjà sur une multitude d'autres sites web. Et là, vraiment, je voudrais te donner le micro, Jean-Guillaume, parce que pour vous, dans la presse, comment vous réagissez face à ça? Est-ce que pour vous, c'est une opportunité de travailler plus vite, de produire plus d'articles, d'améliorer la qualité aussi? Ou est-ce que c'est une menace dans le sens, on se fait piquer notre contenu par Google? Alors, c'est une bonne question et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment de réponse sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que les régulateurs regardent beaucoup, que les gros médias, les gros lobbies s'intéressent aussi beaucoup à la question. Il y a une question, comme aujourd'hui, il y a la question des droits voisins sur la recherche plus traditionnelle de Google. Donc la réalité, c'est qu'évidemment, il va falloir surveiller ça de près. Aujourd'hui, évidemment qu'une IA comme ChatGPT utilise les résultats de recherche qui ont été produits en amont par des journalistes, par des rédacteurs, par des experts divers et variés. Et d'ailleurs, la plupart de ces IA ne citent pas forcément les sources. Donc il y a une vraie question de l'origine du contenu et comment en fait ce contenu est réutilisé. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions qui permettent de bloquer les robots qui sont associés à des IA pour ne pas partager ce contenu. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très peu utilisé et que les IA s'amusent à crawler le web voilà. Donc, les IA vont crawler les gros sites, vont crawler le web, les 100 premiers résultats, les X premiers résultats, et vont fournir une réponse qui est une sorte de résumé de toutes ces questions-là. Pour autant, est-ce que c'est une menace? Je ne sais pas. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une grosse innovation, en particulier dans la technologie, on a en général assez peur. C'est le cas dans les années 90, en 93, 94, quand Internet est arrivé. On s'est tous dit on va perdre notre boulot, ils vont nous remplacer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le taux de chômage il est plus bas que dans les années 90.
Dans les années 2000, il y a eu le mobile qui est arrivé. On s'est tous dit, on va aussi perdre notre utilité et machin. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut rester optimiste. Il faut essayer de savoir composer avec ça. Il faut évidemment regarder quelles sont les implications. Et on compte aussi beaucoup sur les régulateurs pour trouver des solutions à ces gros défis de demain. Alors, avant de passer le micro à Alexandre, qui je pense va avoir plein de choses à nous dire sur tous les enjeux juridiques, moi j'ai encore une question pour toi, Jean-Guillaume. Comment tu réagis face à... je crois que c'est Le Monde qui a annoncé un accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est peut-être et comment toi tu réagis par rapport à ça? Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, il y a Le Monde qui a signé un accord avec OpenAI, qui est l'éditeur de ChatGPT, en disant vous avez le droit d'utiliser tous les contenus qu'on a produits pour entraîner votre intelligence artificielle en l'échange d'une rémunération. C'est quelque chose qu'on a vu aussi dans les semaines passées avec Reddit, qui est un forum communautaire qui a partagé toutes ces informations. Il y a d'autres médias, en particulier aux États-Unis, qui ont noué des partenariats avec OpenAI pour partager justement leur contenu. Je pense que je comprends l'intérêt financier à court terme de ces solutions-là. À plus long terme, je ne suis pas sûr que ça leur soit bénéfique. Je pense que c'est des tests un petit peu à gauche, à droite. Je ne suis pas sûr que ce sera ça la solution définitive. Il faudra voir comment ça évolue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie question autour de la propriété de ces contenus-là. Et je pense qu'Alexandre, qui est d'ailleurs... qui travaille avec moi sur un certain nombre de problématiques, saura bien mieux répondre que moi. Juste ajouter un point, il y a des contre-exemples. Aux États-Unis, le New York Times a porté plainte contre OpenAI. Donc, tout le monde n'est pas sur la même position. Et il y a quand même un élément aussi qui me semble vraiment intéressant sur ce sujet-là, c'est que on a déjà vécu en fait ce qui est en train de se passer avec l'IA au niveau du search, donc les moteurs de recherche et évidemment les régies pub, la pub qui permet aux géants du numérique de se rémunérer. On l'a vécu avec les réseaux sociaux aussi, pareil. Il y a eu une fuite finalement les business models ont été redéfinis par les géants du numérique. Et j'ai l'impression qu'il se passe la même chose avec l'IA aujourd'hui. Il y avait peut-être une opportunité, il y a peut-être une opportunité pour changer de modèle, mais c'est très compliqué aujourd'hui pour les médias. En fait, aujourd'hui, sur la partie search plus traditionnelle, il y a un certain nombre de médias qui ont noué des partenariats avec Google autour des droits voisins, donc pour la rémunération de leur contenu. On en fait partie, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de plus petits médias qui ont des informations de qualité qui ne peuvent pas prétendre à ça pour un certain nombre de raisons. Et donc là, encore une fois, il y a une sorte de course à la taille où les très gros groupes médias en profitent et les groupes médias de taille un peu plus intermédiaire, voire petite taille, sont les grands perdants. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident et il faut savoir un peu se battre dans cet écosystème. Alexandre, tu veux répondre sur les sujets déjà juridiques? Merci. Ce que je vais vous dire ce matin, en réponse aux excellents propos qui ont été tenus par mes prédécesseurs, c'est que on va faire du fact-checking et puis de la prospective, beaucoup. On est face à un phénomène qui, évidemment, est une évolution majeure depuis les dernières années dans l'ère numérique. Ça, c'est incontestable. Je pense que tout le monde en a pris conscience. On parle de cette notion d'intelligence artificielle depuis quand même un certain nombre d'années, mais là, on a connu une accélération depuis 2022 avec cette émergence de ChatGPT vis-à-vis du grand public. C'est comme souvent les innovations majeures. Internet, c'est comme tout le monde le sait, une création des années 60. Je veux dire, avant que ça touche le grand public, il s'est passé 30 ans. L'intelligence artificielle, ça fait quand même un certain nombre d'années que des chercheurs bossent dessus. Et là, maintenant, on commence à avoir, on va dire, une utilisation au quotidien à la portée du commun des mortels. C'est-à-dire toi, moi, voilà, consommateur.
je vais livrer une simple réflexion en guise de préambule qui est personnelle, c'est que, et en tant que juriste, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Guillaume, le législateur se saisit déjà de la question. Et d'ailleurs, pour vous donner des éléments très concrets, au niveau de l'Union européenne, par exemple, il y a un IA Act qui est en phase d'adoption, qui sera probablement publié autour du 20 avril 2024. Avec les procédures, je ne rentre pas dans les détails, mais d'entrée en vigueur classique au niveau de la réglementation européenne, qui fait qu'on sera face à un texte réglementaire qui sera pleinement applicable à compter de 2026, donc 24 mois plus tard, sauf quelques dispositions particulières, notamment les dispositions de prohibition de certaines utilisations qui, elles, entrent en vigueur au bout de 6 mois ou certaines 9 mois. Bref. Donc on a un législateur européen qui se saisit de la question, très vite quand même, à l'image peut-être aussi d'autres législateurs majeurs comme les Américains. Moi, je m'interroge quand même aujourd'hui sur la rapidité de la législation. C'est-à-dire qu'on se plaint souvent que le législateur suit l'innovation. Là, il essaye de coller à l'innovation, clairement. La question, c'est de savoir si c'est une bonne chose. Pourquoi je me pose cette question? Alors, d'une certaine manière, c'est une bonne chose parce que, effectivement, ça va permettre de répondre immédiatement à des problématiques, notamment dans les médias, dans la presse, de dire à quelles conditions, effectivement, on peut utiliser les opérateurs d'intelligence artificielle générative, on pourra exploiter, on va dire, des fonds documentaires ou des fonds informationnels, que ce soit textuel, mais pas que, je veux dire, vidéo, images. Il y a dans la communauté, par exemple, graphique, aujourd'hui, pour avoir participé à certains colloques sur le sujet, il y a un émoi réel sur le devenir des professionnels du graphisme, avec Midjourney, etc. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la législation arrive au bon moment. Est-ce qu'elle va répondre effectivement à court ou moyen terme à des problématiques de survie ou d'équilibre économique pour des acteurs, notamment dans les médias? La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle n'intervient pas trop rapidement par rapport à des bouleversements en termes de philosophie du droit? Alors, je ne veux pas vous assommer, clairement, ce n'est pas l'idée. Mais on est face à des questionnements fondamentaux aujourd'hui sur le rôle et les droits générés par l'intelligence artificielle. Voilà. Si on prend l'exemple pur et simple de la propriété intellectuelle, est-ce que ChatGPT, en produisant un contenu qui lui a été commandé par un prompt d'un utilisateur, va proposer un résultat protégeable par la propriété intellectuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui? Voilà. À cette question-là, aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire. La réponse, si on s'en tient au texte, c'est de dire « niet ». Parce que nous, dans notre régime européen, et en particulier continental, du droit d'auteur, on a un lien très étroit entre l'œuvre et l'auteur. Et donc, pour qu'une œuvre soit protégeable, il faut qu'elle soit originale. Et l'originalité ne résulte que de l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et donc, la jurisprudence est ultra claire depuis très longtemps, et je fais référence notamment à un arrêt de la Cour de l'Union, l'arrêt Infopac, qui a une quinzaine d'années maintenant, qui dit l'originalité, voilà, c'est une œuvre qui a été créée par un auteur. Et cet auteur, c'est une personne physique. Donc, une machine n'est pas un auteur, donc ne peut pas créer une œuvre originale, donc ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. Schématiquement, la réflexion, c'est ça aujourd'hui. L'état de notre droit, c'est ça aujourd'hui. Alors il y a effectivement des réglementations à travers le monde qui ont une approche un peu différente. Encore une fois, on ne va pas faire du droit comparé, ce n'est pas le sujet. Mais sachez que, par exemple, la manière dont on a écrit la loi sur le droit d'auteur au Royaume-Uni, à Hong Kong, en Inde, dans des pays quand même très importants, fait qu'on peut avoir un glissement assez facile, une évolution assez facile de la réglementation pour permettre à une intelligence artificielle de devenir le créateur d'un contenu. Bon, voilà. Donc, on sait qu'il va y avoir un travail, une réflexion, et elle est en cours, avec des désaccords, avec des nuances, pour faire évoluer notre droit de la propriété intellectuelle, comme il l'a déjà fait par le passé.
Il a évolué en matière par exemple, de diffusion et de rémunération en matière de musique ou en matière de vidéo sur Internet. Donc on a su faire évoluer la législation pour permettre d'intégrer, on va dire, des nouveautés, des innovations techniques au service de, on va dire, l'humanité. Voilà. Maintenant, si on veut rentrer un tout petit peu plus en avant dans le débat, c'est pas que la question de est-ce qu'une intelligence artificielle peut être à l'origine d'une œuvre, c'est aussi comment elle se nourrit, cette intelligence artificielle. Quelle source elle prend? Et Jean-Guillaume le disait, Dan le disait, Christian l'a dit, dans le fond documentaire utilisé par les intelligences artificielles, il y a de la donnée brute, et puis il y a de la donnée qui a été mise en forme. Il y a de la donnée qui est créative. Donc, qu'en est-il de ça? Donc, il y a effectivement les accords un peu ponctuels qui sont passés par OpenAI et ses petits camarades avec un certain nombre d'acteurs, mais là, on est dans du court terme. Donc, sans prendre trop de temps dans le débat, aujourd'hui, sachez que la réglementation, elle est en train d'arriver, déjà. Vous donner une opinion très mature et très objective sur les décisions qu'elle prend, sincèrement, c'est un peu prématuré. Et je vais vous dire pourquoi aussi. C'est que notre sujet de propriété intellectuelle qui est majeur en matière d'intelligence artificielle est un sujet qui est sous-traité par rapport à d'autres problématiques posées par l'intelligence artificielle au niveau du législateur. Je vais prendre un simple exemple. Enfin, je vais en prendre deux très brièvement. C'est qu'aujourd'hui, dans l'IA Act, si vous regardez bien, il y a des définitions vraiment très poussées de ce qu'est l'intelligence artificielle. On se préoccupe par exemple, et le débat aujourd'hui qui fait rage en matière d'adoption de ce texte, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'identification de l'individu. Donc notamment la reconnaissance faciale. C'est mettre l'intelligence artificielle au service des outils de surveillance, notamment policiers, et de faire de la détection très très poussée de l'individu dans le cadre de la circulation, etc. Et derrière l'utilisation par les autorités. Donc on est aujourd'hui clairement plus préoccupé en matière d'intelligence artificielle par des sujets de liberté d'aller et de venir, de liberté publique fondamentale, que de droit d'auteur et de propriété intellectuelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'IA Act a, je dirais, un point qui est, pour le coup, nous rapproche un tout petit peu de notre sujet aussi, a donné une définition des deepfakes. Parce que vous n'avez pas probablement échappé à l'information sur, par exemple, la diffusion d'images pornographiques de Taylor Swift qui ont inondé les réseaux sociaux il y a quelques semaines, et donc qui a été jusqu'à susciter et créer un commentaire du président Biden sur la préoccupation qu'on pouvait avoir et qu'on devait avoir par rapport à l'usurpation d'identité grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà ce genre de situation. Et pour faire une petite blagounette finale, on a, nous, dans notre communauté juridique, on a déjà 2 affaires, alors aux États-Unis et au Canada, d'avocats qui ont été pris la main dans le sac parce qu'ils ont cité, dans le cadre de procès, des affaires judiciaires qui en fait avaient été générées par l'intelligence artificielle qui n'avaient absolument pas existé. Alors il y en a une qui a été sanctionnée par son barreau au Canada, et l'autre, qui est quand même un avocat assez connu, qui s'appelle Michael Cohen, qui est un des avocats de Donald Trump, lui, il a plaidé l'excuse, c'est-à-dire je ne sais pas comment ça marche, donc moi j'ai mis un prompt, j'ai demandé des informations et on m'a restitué quelque chose. Et donc effectivement, le juge à New York lui a dit oui, ok, bon, excuse de bonne foi, ça ira pour cette fois. Donc c'est pour dire qu'on est vraiment dans un tâtonnement encore, même si des réglementations arrivent, et que on a un travail considérable à la fois dans le fait de repenser notre droit et aussi dans le fait de trouver des solutions qui soient opérationnelles pour permettre le développement de l'outil, mais sans perdre l'équilibre nécessaire entre on va dire les créateurs de ces outils d'intelligence artificielle. Il ne faut pas en faire des Skynet, en fait, et l'utilisation qu'on va en faire et qu'on en fait déjà. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense que une question, mais je pense qu'on pourra refaire cette table ronde l'année prochaine. On aura plein d'autres nouvelles choses à se dire. Merci beaucoup. Victor Guédan, de CSC.
J'ai une question qui est plutôt, je pense, d'ordre juridique, mais je pense que l'intégralité d'entre vous aurait potentiellement une réponse à apporter. Je vois de plus en plus de gens qui utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou autre, pour obtenir des conseils juridiques, des conseils comptables, des conseils de gestion financière, etc. Quelle est la responsabilité juridique de l'intelligence artificielle si elle donne un mauvais conseil qui entraîne des conséquences? Est-ce qu'on peut attaquer l'entreprise OpenAI si ChatGPT donne un mauvais conseil ou qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cas-là? Parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, j'ai plus besoin de comptable, je demande ça à ChatGPT. Non, enfin, je sais pas. Je trouve ça dangereux personnellement. Bref, merci beaucoup. Alors déjà, merci pour cette question. Et puis, ça me permet de me rappeler d'une petite anecdote, c'est que ChatGPT a passé avec succès le bar exam de New York l'année dernière. Hein. Donc, il est en capacité d'être avocat. Donc ça, c'est la meilleure nouvelle. Alors moi, je dirais qu'il faut jamais oublier qu'il y a dans une relation contractuelle, il y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité du prestataire et celle du client aussi. Donc, faut savoir aussi assumer ses choix à un moment donné. Si on fait le choix de faire appel à l'intelligence artificielle pour remplacer son expert comptable, on doit se poser ces questions-là en amont. Et en fait, la question que vous posez, elle pose tout simplement aussi la question de quels sont les droits du concepteur de programme. Donc, c'est droits et devoirs. En fait, quelle est la responsabilité? Donc ça, aujourd'hui, OpenAI, à des conditions générales, vous dit effectivement que il limite sa responsabilité. Il considère qu'il y a encore une utilisation de l'outil par son utilisateur, donc ça crée quand même une responsabilité de ce fait. Les choses, enfin, c'est pas quelque chose dont on peut se satisfaire à long terme comme réponse, parce qu'on sait très bien, et on le voit, ça va très vite, que très rapidement, les outils d'intelligence artificielle générative vont de plus en plus s'autonomiser. Ça paraît clair. Sur les quelques mois qu'on a de recul sur le sujet, on voit bien déjà l'évolution. Et en plus, on nous sort une version tous les 6 mois, je crois, à peu près. Hein. Je suis pas un expert, mais bon, c'est assez délirant. Donc, quelle responsabilité juridique? C'est le contrat, on va dire, aujourd'hui. C'est pas la loi. Soyons clairs. La loi, aujourd'hui, elle dit pas au cas par cas ce que va être la réponse à votre question. Donc c'est le contrat, il faut regarder avec qui vous vous engagez, il faut faire ses choix en connaissance de cause. Après, je pense que des acteurs comme OpenAI vont à la fois essayer de tirer parti un maximum de cette innovation, tout en limitant au maximum leurs responsabilités. Et je fais un parallèle ici avec par exemple les plateformes de réseaux sociaux, qui sont des intermédiaires techniques, qui sont des hébergeurs et pas des éditeurs, dans l'immense majorité de leur métier et de leur service. Voilà. Donc ça, c'est un peu la même philosophie. Donc au législateur, encore une fois, de ne pas se faire piéger comme il s'est fait piéger au début des années 2000 avec la directive commerce électronique, de dire les intermédiaires techniques ne sont pas responsables de plein droit. Bon, soit, mais derrière, pendant 20 ans, on a ouvert les vannes pour avoir une dérégulation totale. Et aujourd'hui, on referme un petit peu, confère DSA, donc le Digital Service Act, où on re-responsabilise les intermédiaires techniques en disant, bon les gars, vous avez bien profité pendant 20 ans, maintenant vous allez nous aider un petit peu à faire le ménage, parce qu'on ne peut pas toujours se cacher derrière l'irresponsabilité. Voilà. Donc attention, le législateur doit avoir ce réflexe maintenant vis-à-vis des sociétés qui proposent des intelligences artificielles génératives. Maybe a question for you, Karin. If we talk about domains, SEO, can you share us the multiple impacts you see in your business because of AI? Yes, of course. So SEO has 3 main components. It's content, links, and expertise. Personally, I think that most of the budget of the clients of an SEO service should be spent on content and links, because this is what really brings the end result. More content, more things to rank in Google, more links, it ranks high, it pushes them up. But overall in the world, the biggest SEO agencies have become basically just huge consultancies charging a lot for expertise. So this is not what how the business works, but still a lot is spent on content and a lot is spent on links. The SEO industry is about $100 billion per year, so it's huge.
But what you should understand about the SEO industry is that from the point of view of the people who participate in it, it's not an industry. For the point of view of the client who orders an SEO service, it's just like ordering any marketing service like social media marketing or content marketing or whatever. But from the point of view of the SEO world, SEO is not an industry because the value is already there. Google is a ads product, basically, a money-making machine with a search engine on the side. They cannot remove the organic search results that are for free, but they make a ton of money from ads in the search, much more than 100 billion per year. I think something like 130 and 140 billion per year, Google making each year from the ads just in the search. So they would really want to have just ads, but they can't because, of course, competition will come. So they're just throwing this value to the website. And it's not like the other industries where you have to create the value, like cut a tree in the woods and turn it into furniture. The value is already there. So it's not an industry, it's just a huge plundering operation. You need to get more of the value for yourself if you're in the SEO world. And the most aggressive SEOs, the gray and black hats, the affiliates, that's what they do. They make a ton of websites. They buy or create themselves a ton of links, including using expiring domains and mass expired domains that already have links. So from their point of view, it's plundering. It's like the pirate who is paying for the ship and hiring a crew, going to an island to search for a treasure, and you pay for the ship and the crew, but the treasure is free. In the end, you get the treasure, you don't get to pay for the treasure. It's already there. So this is how SEO works more or less. In this context, you have two very good things in SEO if you're doing it, which I call free lunch 1 and free lunch 2. Free lunch 1 is that when you publish content, then it ranks for a long time, while publishing the content is a one-time effort. So it's the content free lunch. And free lunch 2 is that when website A links website B gains a lot, goes up in Google, especially for the terms that are the text of the link, the anchor. But website A doesn't lose anything. It already has this link power and it can give it away. It can give it away to more websites and then it decreases, but it doesn't lose it when a link is placed. So every link placed in SEO is creating value out of nothing, out of something that is already there. And so to the, of course, great dislike of Google, people are just making more and more websites, placing more and more links and creating value for themselves out of nothing, just plundering more and more of this $100 billion per year that is the SEO industry. So now that you have almost free AI content, and I'm not just talking going to ChatGPT and writing something and generating a single article. I'm talking using the API and using level 2 softwares like ZimWriter and others on top, which you just say, I want a huge article about something. It scrapes what is ranking for your main keyword from Google in real time, not behind in time like ChatGPT, and uses what it scrapes to generate prompts for writing, prompts for rewriting via the API of ChatGPT. And in the end, you spend maybe $1 or $2 for making like 40 and 50 prompts, but in the end you get a 5,000 words high quality article that just needs to pass through a basic human fact check, but it's generally quite good. So when you have such cheap content from the money-making perspective, the business perspective, not of course the policy perspective, then the focus becomes the backlinks. You need to publish the content in authoritative websites, and authority is mostly backlinks, a lot of links coming to this website. And of course, the expertise of doing it right, like having the on-page SEO of the website good. But the expertise will also more and more focus on how much websites you can create without Google catching you. Because the more they are, the more you profit from free lunch too. The more you can exchange links, the more you can sell links. Yes, of course, links are bought and sold.
again, much to Google's dislike, but they cannot do anything about it because it's very hard for Google to determine between a natural link and a paid link. With the cheap, abundant content from AI, the focus is falling on heavily now on links and on expired domains. The value of expired domains at auctions, like GoDaddy, Dropcatch, Snapnames, have increased maybe 2 or 3 times on average in the last only 2 years. And there's a fixed supply because not a lot of good domains are expiring, and a huge demand from all of the gray hats that want to take a website, either repurpose it or use it in the same niche or redirect it, extract somehow the link juice from it, and rank what they do, which is mostly affiliate stuff. And there are now companies, affiliate companies, with a market cap in the billions just from affiliate, mostly in the gambling space, but not only. That are worth billions only by redirecting users from one website to another and taking a commission for it. But they are not regulated in most countries or have a very simple gambling affiliate license, and it's a very good business to be in general. But in this business, the small players are dying out, but the big ones are making the big money now because of very cheap content. And they just have to combine it with links and with expertise, so they don't get caught, so to speak, by Google while they're getting larger and larger in size. Even one of the founders of OpenAI, not Sam Altman, but the other, one of the less famous ones, he had a TED Talk, and he was talking about, I think 2 or 3 years ago when they launched ChatGPT 3. It was still not that good, but they had a lot of concerns that it was going to be used for creating fake news and mass political propaganda, a lot of bad stuff. But they were surprised when they saw that the main use when it was first discovered was to generate endless websites about selling Viagra. So the black hats, the SEO community, extremely smart and adaptive people, will always be the first ones to take advantage. And I don't think any regulation can stop them. It's more, if we want to stop them, it will be something that is market-driven, some market incentive to do things in a different way. But you cannot stop these people with regulations. Thanks a lot. Thanks a lot. Christian, j'ai une question pour toi. Je vois qu'il y a plein de nouveaux services de création de sites. Et d'ailleurs, question pour tout le monde. Il y a beaucoup de nouveaux services. On le voit même à la télé. Je vais beaucoup dans les salons des entrepreneurs. Et on dit, maintenant, j'ai plus besoin d'aide pour créer mon site Internet, puisque mon site Internet, avec, j'en citais plusieurs, je pense à Yonos, qu'on voit beaucoup à la télé, Wix, Hostinger, qu'on voit aussi beaucoup. Il y en a plein d'autres, hein, mais mon site est maintenant généré automatiquement par intelligence artificielle. Alors, je pense que c'est une super nouvelle pour monsieur et madame tout le monde qui n'y connaît rien, qui a peur de le faire. Et en même temps, je me pose la question, encore une fois, de la qualité de ce qui va sortir, de l'efficacité de ce qui va sortir. Comment vous réagissez face à tout ça? Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité pour aller chercher des nouvelles personnes ou comme une menace? Alors la création de sites, la simplification de création de sites n'a pas attendu l'intelligence artificielle. Hein. Il y a des plateformes qui existent depuis longtemps sur ces sujets-là. Moi, je dirais que la grosse différence actuellement avec l'IA, en particulier générative, c'est la création de contenu, hein, puisque on va être capable de créer beaucoup plus de contenu beaucoup plus facilement. Et donc il y a cet aspect-là qui quelque part peut-être même est paradoxal par rapport au fait que pour créer des contenus, il faut d'abord avoir des contenus, il faut entraîner des modèles, des contenus originaux, des contenus de qualité. Souvent, c'est quand même la base de tout ça. Et c'est vrai que pour repartir sur un sujet plus média, c'est un petit peu la situation paradoxale que vivent les éditeurs aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un côté, les éditeurs et surtout les géants du numérique qui ont besoin de contenu de qualité pour entraîner leur modèle,
Mais en même temps, donc il faut quand même que les créateurs de contenu puissent survivre, mais en même temps prennent la main sur finalement ce qui aujourd'hui génère. Enfin, c'est le business model aujourd'hui, c'est la diffusion. Hein. Comment un titre de presse aujourd'hui gagne de l'argent, c'est les abonnés, c'est la pub. Tout ça finalement est repris en main par les géants du numérique, mais ils doivent quand même quelque part continuer à avoir des éditeurs qui produisent du contenu. Quand on parle du Monde, l'accord du Monde est assez intéressant parce que quelque part, c'est peut-être un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place avec finalement la décision peut-être de ne plus gérer vraiment la distribution, mais de la financer autrement. Enfin, voilà, c'est quand même assez intéressant. Sur les sites web, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un grand gap récent par rapport à l'IA. Ce qu'on peut dire, c'est que quand ChatGPT est arrivé, tous les publicitaires se sont dit waouh, un nouveau mot qu'on va pouvoir mettre à toutes les sauces. Et franchement, ça, je trouve que c'est un excellent exemple parce que les outils de génération de sites ont toujours existé et marchaient plus ou moins bien. Et maintenant, ils sont tous faits à l'IA. Apparemment, c'est un nouveau système. C'est pas du tout un nouveau système. C'est juste qu'au lieu d'appuyer sur 3 boutons, on appuie sur un bouton et c'est une IA qui nous répond. Mais concrètement, le système n'a pas changé. C'est-à-dire que la génération de sites, c'est la même daube, excusez-moi de l'expression, je suis créateur de sites aussi, c'est la même daube qu'on avait avant et qu'on aura toujours en fait. C'est-à-dire que je me permets quand même une petite parenthèse, mais que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes SEO, que ce soit en termes création de sites, il y a toujours eu du contenu de merde. Il y a toujours eu des sites mal faits et par des humains en plus. Il y a déjà eu du contenu rédigé et par des humains en plus. Et il y a déjà eu du SEO et des stratégies SEO réalisées et par des humains en plus. Donc la mauvaise qualité, c'est pas l'IA en fait. La mauvaise qualité, c'est celui qui utilise l'outil pour en faire quelque chose de mauvais. C'est surtout ça. Donc bon, moi je suis pas un grand défenseur de l'IA, mais il y a quand même une vérité, c'est que les trucs pourris existaient déjà. Donc, il ne faut pas en faire une nouveauté. Hein. C'est pas la nouveauté. Voilà. Je referme la parenthèse là-dessus. Tu voulais intervenir ? Moi, je pense que il faut savoir distinguer du contenu à valeur ajoutée. Et je pense que de manière générale, de toute façon, il y a pas que le métier de journaliste qui va devoir évoluer avec l'arrivée des intelligences artificielles, mais il y a, je crois qu'on estime 70 à 80% des métiers qui vont devoir évoluer avec l'intelligence artificielle. Je pense que la réalité, c'est qu'il y a toujours une question de la qualité du contenu. Et tout à l'heure, monsieur parlait des sites de Viagra, des sites adultes, des sites de gambling. Ces sites-là, en fait, avant l'IA, il y avait du spinning, il y avait de la génération automatique de contenu dans tous les sens, ça existait déjà. Donc c'est pas forcément ChatGPT qui a révolutionné cette chose-là. La réalité, c'est que ces sociétés-là qui se montent sur du contenu à très faible valeur ajoutée, elles s'inscrivent pas dans la durée. Donc c'est des trucs de filou qu'on appelle le black hat, qui durent quelques mois, qui durent parfois quelques années si on a de la chance, mais qui finissent tôt ou tard par disparaître. Moi, je me souviens, avant d'être dans l'édition de sites d'actualité high-tech, j'étais justement dans le gambling en France. Je générais du lead vers cette industrie-là. J'ai été racheté par une société qui s'appelait XL Media, qui était cotée en bourse à Londres et qui était la star à l'époque, il y a 5-10 ans, de la génération de leads dans l'industrie du jeu d'argent. Aujourd'hui, cette société a disparu. Il y a 5-10 ans, elle valait $1 milliard. Donc voilà, c'est simple. Elle a voulu aller plus vite que les autres en disant j'ai 2000 sites, c'est du contenu que je génère de manière automatique, avec des liens artificiels que je génère aussi de manière automatique. La réalité, c'est qu'à un moment, il y a retour du bâton et que cette société qui valait beaucoup d'argent à une époque, aujourd'hui, ne vaut plus rien du tout parce qu'elle n'existe plus. Donc, il faut juste savoir dans quel horizon de temps s'inscrire. À court terme, évidemment qu'on peut faire de l'argent avec ChatGPT, on peut créer des sites de manière automatique, on peut vendre des formations qu'on a auparavant générées sur ChatGPT, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Il y a vraiment 1000 cas d'usage et évidemment, les gens un minimum intelligents, je mets ça entre guillemets parce que voilà, vont réussir à trouver des modèles économiques à court terme sur cet outil-là. À plus long terme, c'est quand même une question qui est un peu différente.
Can I? Yeah, I just want to make a short comment on this. It's true that it often happens that someone does something very spammy and very successful and generates a lot of money, and then fails miserably after they caught by Google or something. But I attribute this not that to a very bad strategy, but to the fact that humans are just not very well psychologically suited to handle success. It's just the movie stars who get very rich and famous and then have problems with addictions and mental health and then go on a very steep slope down. I see this as such a thing, not an industry thing. Because when you succeed all of a sudden, when you didn't expect it, it's just hard to handle sometimes. But there are other companies that have the success come more gradually, and they're the ones that are still in the game. Well, it's true that the ones that make a meteoric rise, they then crashed, most of them. But I think it's more of a psychology thing than that this spam is actually a bad strategy, because it's usually a good strategy. Un tout petit commentaire sur cette question. En fait, il faut se méfier plus que tout de la standardisation. Nous, on tient ce discours, évidemment, c'est notre métier de dire aux gens et de protéger des actifs qui résultent de l'innovation, que ce soit de l'esprit, l'originalité, que ce soit un signe distinctif, parce qu'à un moment donné, on a envie à la fois d'incarner son produit, mais en même temps de se distinguer de ses concurrents, d'utiliser, on va dire, des artisans aussi dans la création numérique. Les premières personnes qui nous ont posé des questions sur l'intelligence artificielle ces derniers mois, ce sont les grands comptes qui voulaient, on a très vite compris qu'ils voulaient remplacer leurs agences de com. Pour dire, on va peut-être faire des économies d'échelle, ça va être chouette pour le budget, etc. etc. Ok, bon. Mais si tout le monde se met à faire ça, on va se retrouver à nouveau dans une autre standardisation. On va simplement changer les outils, mais on ne va pas se démarquer. Donc, je pense que, d'une manière générale, l'intelligence artificielle est un outil qui est prodigieux, qui est probablement un gain de temps, de productivité, etc., qui va bouleverser un certain nombre de métiers, y compris les nôtres, sans aucune hésitation. Néanmoins, ne perdons pas de vue que ce qui va nous rendre heureux et ce qui va nous rendre successful, c'est d'être différent du voisin. Même si c'est un petit peu, mais d'avoir cette valeur ajoutée, cette différence. Think different, disait le créateur informatique. Donc, n'oublions pas ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité. Et effectivement, on a plein de solutions et ça peut servir à des tas de gens, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on est un entrepreneur, quand on est un créateur, quand on est un innovateur, la force, c'est aussi la réflexion et la différence. Voilà. Si je peux me permettre, je pense qu'on va vers un monde, on est déjà dans un monde de spécialisation. Je parle de mon métier à moi qui est le SEO, mais je veux dire, ChatGPT, les outils IA, ils permettent à ceux qui étaient déjà bons à devenir meilleurs et à ceux qui savent rien quand même d'apprendre un petit peu. Donc on est quand même dans un aspect de montée en compétences. Après, si tu veux faire quelque chose de mauvais, bah oui, l'IA va t'aider, mais si tu veux faire quelque chose de bien, l'IA peut aussi t'aider. Donc moi, je trouve qu'il y a ce côté un peu neutre que je trouve assez intéressant, assez équilibré finalement. C'est que il y a une espèce de maturité aujourd'hui dans l'utilisation de tout le monde, les smartphones, Internet et tout ça, qui fait que l'IA n'arrive pas comme une bombe atomique pour tout détruire en fait. Justement, ça arrive comme un outil que beaucoup de gens maîtrisent finalement, parce que on nous parlait de révolution, on nous parlait de changements radicaux. Moi, je suis désolé, mais il n'y a pas eu de changements radicaux. Enfin, je veux dire, les agences de communication ne sont pas tombées par terre. Même la question de la rédaction de contenu, c'est pas le cataclysme qu'on nous annonçait. On nous disait que tous les rédacteurs allaient mourir. Moi, je continue de travailler avec énormément de rédacteurs et il y en a qui se sont spécialisés dans l'hybride IA, il y en a qui se sont spécialisés dans le full IA et il y en a d'autres qui se sont spécialisés dans l'artisanat pur sans aucune IA. Et on est quasiment 2 ans après le lancement de ChatGPT. Donc, c'est la preuve que peut-être qu'il y a une chose qui nous différencie, nous, êtres humains, avec l'IA, c'est qu'on peut s'adapter. Et c'est notre force. Je pense que ça, c'est un avantage. Donc, je termine juste sur ce point un peu positif. Moi, je pense que l'IA, c'est un avantage pour le futur. Encore une fois,
qu'est-ce que tu as décidé d'en faire avec? Si tu veux vraiment détruire, oui, il va falloir mettre en place des garde-fous, voilà, des pare-feux, des systèmes pour se protéger. Mais on est ensemble et on peut trouver cette solution-là ensemble. On parlait des lois juste avant. Il y a une question là-bas. Yes. Oui, moi j'ai une question en fait très simple sur la monétisation dans des médias. D'après mes informations, il y a évidemment la manière la plus noble, c'est de vendre des abonnements à des sites internet. Mais il me semble qu'il y a à peu près que 2 médias qui arrivent vraiment à vivre des abonnés, c'est Le Monde et Mediapart. Il y a aussi peut-être Le Canard, mais ça c'est print. Et finalement la question, c'est avec l'IA, comment l'IA, je pense plutôt à Jean-Guillaume. Comme l'IA, à mon avis, bouleverse la monétisation puisque ça crée plus facilement des nouveaux entrants, enfin voilà, du contenu comme de qualité. Enfin, ça baisse finalement un des coûts importants dans le média qui est le coût de production. Et donc comment cette monétisation évolue avec l'IA? Je pense que c'est une bonne question. Aujourd'hui, on n'a pas forcément la réponse. La réalité, c'est que dans les dernières années, il y a eu un certain nombre de nouveaux entrants qui sont arrivés sur le marché de l'information, notamment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vont sur les réseaux sociaux, je pense à Twitter, pour s'informer. Ça n'a pas forcément bouleversé totalement la place des médias. Et je pense que ce qui est important pour les médias, c'est de créer des contenus à forte valeur ajoutée, renforcer leur marque, pour qu'ensuite il y ait un certain nombre de personnes qui se disent « Ok, je vais aller me rendre sur tel ou tel média parce que j'ai confiance en ces journalistes, en ces rédacteurs, sur un sujet donné ». Donc voilà, ça c'est une réalité. Depuis toujours, il y a eu des médias qui ont été gratuits par opposition aux médias payants avec abonnement. Je pense que les deux peuvent cohabiter. La réalité, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas forcément prêts à payer pour de l'actualité aujourd'hui et qui acceptent donc d'avoir de la publicité d'une forme, sous différentes formes, pour accéder à du contenu de qualité et sans frais. Donc voilà, moi je suis pas inquiet plus que ça. Je pense que voilà, c'est un marché qui évolue. Il faut savoir évoluer avec, et il faudra voir dans les années qui viennent comment on pourra s'adapter au mieux à ça. Mais comme disait Dan tout à l'heure, la réalité c'est que ça fait 2 ans que ChatGPT est disponible. Il y a eu évidemment un pic et un gros émoi sur les premières semaines de sa sortie. Aujourd'hui, hormis des professionnels du secteur, il y a très très peu de gens, je pense, qui utilisent ChatGPT. C'est une réalité. Voilà. Alors, je précise, moi je suis plutôt inquiet pour la presse et les médias, parce qu'on parle du Monde et de Mediapart, effectivement, ils ont un grand nombre d'abonnés, mais quid de tous les autres? En fait, aujourd'hui, l'abonnement, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien, puisque les jeunes générations, en fait, ne s'abonnent pas. D'ailleurs, les réseaux sociaux en prennent leur part, puisque les jeunes aujourd'hui, ils lisent 3 lignes d'appel sur un réseau, et puis ils ont l'impression d'avoir lu l'article et d'avoir l'info, donc il n'y a pas de souci. Les groupes de presse n'ont pas attendu cette problématique-là du modèle économique. On parle d'autres modèles, la diversification par exemple. Il y a énormément de groupes de presse. Je ne parle pas de ceux qui sont gérés par des multinationales type LVMH, etc. Mais beaucoup de groupes de presse se sont diversifiés. Nous, on travaille avec certains comptes qui, aujourd'hui, font de l'événementiel, travaillent sur d'autres sujets qui sont rémunérateurs et qui leur permettent, finalement, de financer la machine, l'impression, la diffusion, etc. Donc, il y a d'autres modèles. Après, l'IA, nous, ce qu'on voit, en tout cas par rapport aux éditeurs avec lesquels on travaille, c'est qu'il y a quand même une attente aujourd'hui des directions qui est la même que pour toutes les entreprises, c'est une attente sur la productivité. Donc sur du gain de temps, y compris au niveau des rédactions, de l'organisation des rédactions, comment faire gagner du temps aux journalistes, aux rédacteurs pour accélérer un petit peu la production. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Ça ne les remplace pas, mais on essaye de trouver des solutions pour gagner du temps. Donc ça, c'est un vrai levier aujourd'hui de l'IA par rapport aux éditeurs de presse. Sur la diffusion, là, je suis beaucoup plus perplexe, puisque, comme toujours, ils ont perdu la main sur le modèle.
Juste un petit commentaire, c'est vrai que l'IA permet de gagner du temps, mais en fait on se rend compte chez nos clients que ce temps-là, du coup, ils l'utilisent pour faire tout ce qu'ils ne faisaient pas avant, s'occuper un peu plus de leur site, s'occuper un peu plus de leurs clients. En fait, le temps que tu gagnes, c'est un effet de vase communicant. En fait, le temps que tu gagnes, tu vas le perdre de l'autre côté pour peut-être travailler un peu plus sur ton site. Et donc, encore une fois, c'est une bonne nouvelle parce que on allait beaucoup vers des sites quand même d'assez mauvaise qualité parce que ça prenait du temps de rédiger du bon contenu, de vraiment identifier ce qu'avait besoin sa cible. Et grâce à l'IA, on va pouvoir gagner ce temps-là, mais parce qu'on va identifier plus facilement, on va être plus précis sur certains aspects. Mais encore une fois, est-ce qu'on a envie de le faire? Je me permets de parler d'envie un petit peu parce que il y a plein de sites web qui sont en ligne et qui n'ont pas l'envie de proposer un contenu de qualité. Et je ne parle pas que de texte, hein, qui n'ont pas l'envie d'être là en fait. Ils sont là parce que il faut faire du business, il faut faire entrer de l'argent. Donc et puis on nous a dit que Google c'était le numéro uno, donc c'est ce qu'on fait. Mais en fait, on pourrait leur mettre le meilleur outil de la Terre entre les mains, ils auraient qu'à appuyer sur un bouton et ça marche tout de suite, et ils seraient quand même pas contents, parce qu'ils n'ont pas envie d'être là, en fait. Et ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sites Internet qui sont mauvais, mais pas parce qu'ils ont pris une claque derrière la tête par Google, c'est que concrètement, ils n'ont pas envie de rédiger du contenu de qualité, ils n'ont pas envie d'expliquer ce qu'ils font, ils n'ont pas envie de dire pourquoi leur produit est formidable. Et c'est une réalité. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Hein. C'est pas parce que Internet fait partie de notre quotidien que automatiquement tout le monde est content d'être dessus. Moi, c'est ma passion, donc je peux en parler facilement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Alors, on arrive au terme. On m'a soufflé une question à l'oreille tout à l'heure, mais c'est moi qui dois la poser officiellement. Et j'ai une question là également, donc on va faire très vite. Juste un petit commentaire. C'est cool si on peut gagner du temps pour aller boire une bière ensemble grâce à ChatGPT, et on ne pourra jamais prendre de bière avec ChatGPT. Donc, je repense à la soirée d'hier soir, c'était très cool. J'ai une question peut-être pour toi, Dan, et maybe for Karin. Google did an announcement a few weeks ago about expired domains. What is the point? Donc la question c'est Google a un problème avec les domaines expirés, c'est ça? Voilà, ils ont annoncé que les domaines expirés n'avaient plus de bonus mauvais. Oui, alors je crois qu'ils annoncent beaucoup de choses, mais tu veux répondre en premier? Yeah. So, Google announced a spam update. And they were targeting three types of abuse specifically: mass AI-generated websites with very low value. They were going a big back and forth on this in the last years. First, they wanted website content to be created by humans only. Then they removed human only from the guidelines and said it just has to be quality, human or AI. It's true that, of course, many human copywriters write much worse than AI. Of course, it depends on the budget and the quality for copywriting. Now that AI content has really exploded, Google still reversed again and said that it's if the content is just AI and it's low quality, they would penalize this. But also they targeted expired domains, which I'll mention why in a minute, and also parasite SEO. Parasite SEO is when you use a very high authority website like a big media to create an article. You pay a lot for them to host your page on their website, and you try to rank it with links using the high authority of the website. This is right now the best SEO strategy because you can go to a very big media and buy a post for whatever you want for $500, $1,000, $2,000, let's say. It's one-time payments, and then in this article you can put, basically it becomes your landing page. You put your affiliate links if you're an affiliate, you rank it, and it works like crazy. So Google needs to find some way to deal with this. So they announced that they give the big media, the host, 2 months to de-index such content, and then perhaps there will be some penalties. But I think this is just scaring people off and sowing fear, uncertainty, and doubt over both the buyers of the parasite content and the sellers, because for Google it will be extremely hard to distinguish which article is bought and which is not, because
both are just articles with links, and there have to be a very well-trained human editor to distinguish. This is not something that can be done automatically, and to find all the parasite articles, you have to go through millions of articles, literally, with human editors. So I think that is just a scaring thing for the media and the parasite SEO. And about the expired domains, they specifically mentioned expired domains with very spammy content. So not all expired domains, not the ones that you would redirect to another website, not the ones that you would just try to extract the link juice by creating a PBN and just not trying to rank, but just placing links to other websites, but specifically the ones that that you try to rank directly, probably not in the same niche, so complete repurposing of the website, new website structure, new content, and just using the massive authority of the links pointing to the old websites to rank something that will make money fast and make a lot of money. It was a very famous example, the Conch House example, where someone got a powerful domain of a restaurant, which was called Conch House, and turned it into an Amazon affiliate. It was not even AI content, it was just content taken via the Amazon API for affiliates and remixed. So they were taking a lot of product reviews, adding a lot of those into a single page, so it was a mix of all duplicated content, but adding images and making the content as rich as possible and adding the schema and all of those good things. And this website earned $1.2 million in 2 months from Amazon affiliate. It was literally ranking for everything. Then it got manually banned by Google, but the two owners who were from Bangladesh, you know, they will be rich for life in Bangladesh with $1.2 million. So I think this is the type of abuse that Google is trying to target with this update. It's very specific, just this very, very hardcore short-term use of the expired domains, not all of the uses of the expired domains in the industry, because there are some niches where if you try to penalize everyone who is using expired domains or buying links, there will be nothing to rank in the SERP. Like rankings for stuff like best casinos would just disappear. There will be nothing left. These high-paying affiliate terms. So I think that, again, like with most Google updates, it's just mostly scaring people off and spreading fear, uncertainty, and doubt, and trying to really to push people away from the gray hat into the white hat sector. Google doesn't care about the ultimate black hats, the one that hack websites or do very massive spam, because they would never spend a dime for AdWords, that's for sure. But for the gray hats, maybe some of them are pushed more into the white hat sector. Maybe someday Google can take some money from them. So that's what they try to do. Thanks a lot. J'ai reçu une notification de ChatGPT qui me dit que le repas est servi et que l'autre groupe est en train de manger. Donc on n'a pas le temps pour une dernière question, donc il faut y aller. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Thank you.